L'envie, le moteur secret qui contrôle ta vie et que tu n'oses pas regarder. Bonjour esprit de curieux, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous allons entamer ensemble une descente, un voyage à travers 5 niveaux de connaissances de plus en plus profonds pour désamorcer l'une des émotions les plus puissantes et secrètes qui existent. Nous allons parler de l'envie. Oui, cette sensation inconfortable, ce poison silencieux que nous avons tous ressenti, mais que presque personne n'ose avouer. Mais nous ne le ferons pas comme d'habitude, pas avec des jugements ni des discours vides. Nous allons nous plonger dans ces profondeurs car la comprendre, c'est littéralement comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons et pourquoi le succès des autres nous fait parfois tellement de mal. Et je te promets quelque chose, à la fin de ce voyage, la façon dont tu perçois l'envie et peut-être même la façon dont tu te perçois toi-même aura changé pour toujours. Niveau 1, la surface du connu. Commençons par le plus évident, ce que tout le monde sait. L'envie, dans sa forme la plus connue, est ce désir d'avoir ce qu'une autre personne possède. En mots simples, tu vois la voiture, le travail, le partenaire ou le talent de quelqu'un et une petite voix à l'intérieur de toi murmure « Je veux ça ». C'est une base à laquelle nous pouvons tous nous identifier. Un autre aspect qui se trouve à cette surface est le jeu de la comparaison constante. Aujourd'hui, c'est devenu notre pain quotidien, surtout avec les réseaux sociaux, qui sont comme une vitrine infinie des vies parfaites des autres. Et cela affecte notre comportement quotidien de façon très subtile. C'est ce petit pincement d'amertume que tu ressens en faisant défiler les stories Instagram, ce micro-moment où le bonheur d'un autre te fait te sentir un peu moins bien dans ta propre vie. L'exemple le plus universel est de voir les photos spectaculaires des vacances d'un ami. Tu es heureux pour lui, bien sûr, mais si tu es totalement honnête, tu ressens aussi un déclic douloureux, une comparaison instantanée qui te vole un peu de ta propre paix. Et un troisième fait fondamental que nous reconnaissons tous, l'envie est presque toujours accompagnée d'un sentiment d'injustice. Ce n'est pas seulement « il l'a et pas moi », c'est « pourquoi l'a-t-il et pas moi ». Ce n'est pas juste. Mais d'où vient ce sentiment si universel? Son origine est incroyablement ancienne, c'est un héritage de notre évolution. Réfléchis-y, pour nos ancêtres, comparer c'était survivre. Imagine 2 humains primitifs. Si l'un voyait que la grotte de son voisin était plus sûre ou qu'il avait chassé davantage, ce pincement d'envie n'était pas un péché, c'était une alarme. Un signal qui le poussait à chercher de meilleures ressources pour ne pas être laissé pour compte et périr. C'était un moteur de survie. Ainsi, tout ce que nous avons évoqué, le désir, la comparaison, le sentiment d'injustice, n'est que la pointe de l'iceberg. C'est ce que l'envie semble être à première vue. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel mécanisme secret l'anime en profondeur? Niveau 2, les mécanismes cachés. Et voici la première grande révélation. L'envie ne consiste pas réellement à désirer ce que l'autre possède. Il s'agit de la douleur que te procure la prise de conscience de quelque chose que tu penses te manquer. C'est fondamental, car cela change complètement la perspective. Le problème n'est pas l'autre personne et son succès. L'envie est un miroir douloureux qui te signale un vide ou un désir insatisfait dans ta propre vie. Et savoir cela a une double application incroyable. Du côté de l'opportunité, si l'envie est un miroir, alors c'est aussi une boussole. Elle te pointe directement vers ce que tu valorises réellement, mais que tu n'as pas osé poursuivre. Par exemple, si tu ressens de l'envie envers un ami qui a quitté son travail pour voyager à travers le monde, peut-être que cette envie ne concerne pas ses photos sur la plage. C'est un signe que ton âme te réclame à corps et à cri plus de liberté et d'aventure. Mais de l'autre côté de la médaille se trouve le risque. Si tu n'utilises pas l'envie comme une boussole, elle se transforme en encre. C'est un drapeau rouge qui t'avertit que tu pourrais entrer dans une spirale de ressentiment qui te mènera à l'autodestruction. Un exemple clair de ce risque est lorsque tu commences à critiquer ou à minimiser le succès d'un collègue au travail. Au fond, cette critique ne parle pas de ses mérites, mais de ta frustration. Et à long terme, elle ne fait que nuire à ta propre réputation et à ton bien-être. Tout cela est régi par une règle invisible que notre cerveau exécute à notre insu. C'est la règle de la comparaison sociale. Cette règle est comme un programme installé dans notre cerveau depuis des milliers d'années. Sa seule fonction est de mesurer constamment notre valeur et notre position au sein de notre groupe social. Suis-je en sécurité? Suis-je important? Suis-je en train de prendre du retard? Elle fonctionne en pilote automatique. Tu le vois tous les jours, tu étais parfaitement heureux avec ton téléphone, il fonctionnait à merveille. Mais soudain, ton ami achète le dernier modèle et maintenant le tien semble vieux et lent. Rien n'a changé dans ton téléphone, la seule chose qui a changé, c'était ton point de comparaison. Et pour comprendre sa structure interne, les psychologues font une distinction clé. Il y a 2 types d'envie. L'une est l'envie bénigne, qui s'apparente davantage à l'admiration. Elle t'inspire et te motive à t'améliorer. L'autre est l'envie malveillante. Et celle-ci est liée à une curieuse erreur de programmation de notre cerveau, un biais cognitif. Elle s'appelle le sophisme du jeu à somme nulle.
Cette erreur de fabrication est la croyance totalement illogique que le succès des autres est limité, comme si c'était un gâteau. Si quelqu'un prend une grosse part, tu te retrouves avec une plus petite. L'esprit qui pense ainsi croit que pour que tu gagnes, l'autre doit perdre. Mais nous pouvons activement contrer cela. Il existe une stratégie mentale très puissante qui consiste à pratiquer ce que la psychologie bouddhiste appelle la mudita, que l'on pourrait traduire par joie solidaire ou joie empathique. C'est un entraînement. Quand tu reconnais le pincement de l'envie malveillante, arrête-toi et cherche activement une raison de te sentir heureux pour le succès de cette personne. Au début, c'est difficile, mais c'est comme un muscle. Avec le temps, tu reconfigures la réponse automatique de ton cerveau. En fait, la peur de l'envie des autres a façonné des coutumes dans le monde entier. Pense au concept du mauvais œil ou aux gens qui évitent de partager de bonnes nouvelles au cas où. C'est une sagesse populaire très ancienne. La leçon pour aujourd'hui est que nos ancêtres comprenaient déjà de manière intuitive que l'envie peut être une force destructive. En être conscient nous aide à la gérer avec plus de prudence, tant quand nous la ressentons que quand nous la provoquons chez les autres. Et si nous devons tirer la leçon essentielle pour la vie réelle de tout ce niveau, l'idée la plus importante à retenir est celle-ci. L'envie ne te parle jamais de l'autre personne, elle te parle de toi-même. Ainsi, dans ta vie quotidienne, la prochaine fois que tu la ressens, au lieu de t'obséder avec l'autre personne, utilise-la comme un outil de diagnostic. Pose-toi la question, que me dit cette émotion sur ce que je désire ou ai vraiment besoin dans ma vie en ce moment? Comprendre cela est incroyablement libérateur. Cela transforme ce qui semblait être un poison en une médecine, en un guide pour la connaissance de soi. Le pouvoir que cela te donne est immense. Mais si tu pensais que c'était déjà clair, prépare-toi, car ici l'histoire tourne au véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Nous entrons dans les grands débats, et la première grande controverse est celle-ci. L'envie est-elle toujours mauvaise, ou est-elle parfois une force nécessaire pour le progrès? D'un côté, tu as le camp qui, de la philosophie antique à la religion, l'a qualifié de péché capital, d'émotion corrosive qui détruit l'âme. D'un autre côté, tu as des sociologues et des historiens qui soutiennent que l'envie envers les puissants est le moteur des révolutions et de la lutte pour la justice sociale. Ce qui est en jeu dans ce débat est fondamental. C'est le conflit entre la recherche de la paix intérieure personnelle, qui impliquerait d'éradiquer l'envie, et la lutte pour un monde plus juste, qui se nourrit souvent de l'indignation qui naît de l'envie. Et ici, nous devons remettre en question une croyance populaire très répandue. L'idée que si tu fais suffisamment d'efforts, tu n'auras pas de raison d'envier qui que ce soit. Cette idée ignore complètement les inégalités de départ, les privilèges et les barrières invisibles qui existent dans la société. Cela nous amène à démonter un mythe que nous adorons croire. Le mythe selon lequel seules les personnes insécurisées, médiocres ou mauvaises ressentent de l'envie. C'est un mensonge réconfortant. La raison psychologique pour laquelle nous nous accrochons à ce mythe est que c'est un mécanisme de défense. Si nous étiquetons ceux qui ressentent de l'envie comme des perdants, nous nous distancions de l'inconfortable vérité que nous la ressentons aussi. C'est une façon de protéger notre propre image. Et cela nous plonge dans un paradoxe fascinant de notre temps. Notre culture, à travers la publicité et les réseaux sociaux, nous bombarde sans cesse de messages pour que nous nous comparions, pour que nous désirions plus, pour que nous recherchions le succès visible. Et pourtant, en même temps, elle condamne et stigmatise l'émotion la plus naturelle que ce système produit, l'envie. Cela se transforme en un dilemme quasi philosophique, sans solution facile. Comment construisons-nous une société qui valorise l'ambition et le progrès, sans que ses citoyens soient dévorés par l'insatisfaction et la comparaison constante? Il n'y a pas de réponse simple. D'un point de vue critique, nous devons faire attention à l'utilisation superficielle du concept de gratitude. Parfois, le conseil de « sois simplement reconnaissant pour ce que tu as » est utilisé comme un moyen de faire taire l'indignation légitime face à une injustice réelle. Et voici une objection éthique que peu de gens se posent, la façon dont notre économie capitaliste non seulement tolère, mais célèbre et utilise l'envie. Une grande partie du marketing ne vend pas un produit, elle vend la promesse qu'en l'ayant, tu seras envié. Ils te vendent l'envie des autres comme un article de luxe. Une autre controverse génère toujours de la confusion. L'envie est-elle la même chose que la jalousie? La réponse est un non catégorique, et la différence est essentielle. Bien que par le passé les mots aient été utilisés de manière plus interchangeable, la psychologie moderne est très claire. La jalousie est la peur de perdre quelque chose que tu as déjà, généralement dans une relation. L'envie, en revanche, est la douleur de ne pas avoir quelque chose qu'une autre personne possède. L'un est la peur de la perte, l'autre est la douleur due au manque. Tout ce chaos relie l'envie directement à la condition humaine. Nous sommes, peut-être, les seuls animaux de la planète capables de ressentir de l'envie pour quelque chose d'abstrait comme la reconnaissance professionnelle ou le talent artistique d'une autre personne.
Elle est liée à notre capacité d'imaginer d'autres vies possibles. Et c'est le problème fondamental que cela nous génère en tant qu'espèce. Cette capacité d'imaginer et de comparer nous condamne à un état d'insatisfaction quasi perpétuel. C'est l'une des sources les plus profondes de la souffrance humaine. Comme tu le vois, l'envie n'est pas une simple émotion négative. C'est un champ de bataille morale, un paradoxe social et un dilemme psychologique sans réponse claire ni camp défini. Tu as survécu au chaos. Il est maintenant temps de découvrir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Niveau 4, connaissance d'experts. Nous entrons dans les secrets de niche. Et le premier est un mot allemand qui n'a pas de traduction exacte, mais que nous avons tous ressenti, la Schadenfreude. La Schadenfreude est littéralement la joie que l'on ressent face au malheur d'autrui. Et ce qui est fascinant, c'est que la neuroscience a découvert que lorsque nous ressentons de l'envie malveillante envers quelqu'un et que cette personne échoue, notre cerveau active les centres de récompense. Il ressent un petit plaisir. L'analogie est la suivante. Imagine que ton cerveau, en ressentant de l'envie, traite cette sensation dans la même zone que la douleur physique. Des chercheurs du Japon ont découvert cela en utilisant des IRM. Ressentir une envie intense, c'est pour ton cerveau comme recevoir un coup. Littéralement, ça fait mal. Parlons maintenant d'une figure clé mais souvent oubliée sur ce sujet, le philosophe danois du 19e siècle, Søren Kierkegaard. Ses réflexions sur l'envie sont d'une profondeur bouleversante. Kierkegaard fut un héros secret dans cette lutte. Il voyait l'envie comme le grand ennemi de l'authenticité. Il soutenait que lorsque nous envions, nous cessons de construire notre propre être, notre vie unique, pour commencer à vivre en réaction constante à la vie des autres. Nous devenons un reflet. Il existe aussi une théorie alternative, presque rebelle, qui envisage la possibilité de sociétés sans envie. Certains anthropologues suggèrent que certaines tribus de chasseurs-cueilleurs, avec des structures sociales extrêmement égalitaires et un fort accent sur le partage, parvenaient à minimiser l'envie jusqu'à presque la faire disparaître. Et voici une perspective complètement différente et peu conventionnelle. Pense à l'envie comme une forme d'admiration qui s'est corrompue. C'est une admiration qui a été détournée par la douleur de te sentir inférieur ou par la frustration de tes propres rêves non réalisés. Maintenant, un détail contre-intuitif de la recherche scientifique. Une étude de l'Université de Californie à San Diego a découvert quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que nous pensons. Ils ont constaté que ressentir une envie bénigne et légère peut, en fait, améliorer notre performance dans certaines tâches, en aiguisant notre mémoire et notre attention aux détails. Cela heurte frontalement notre intuition car nous associons l'envie à une émotion aveugle, irrationnelle et destructive. L'idée qu'une de ces versions puisse en réalité nous rendre mentalement plus vifs est totalement surprenante. Et voici un dernier détail d'expert qui relie plusieurs idées que nous avons déjà vues. Te souviens-tu de la différence entre l'envie bénigne, celle qui inspire, et l'envie malveillante, celle qui souhaite le mal d'autrui? Eh bien, les scanners cérébraux montrent que l'envie malveillante est celle qui active les zones de la douleur dans le cerveau. Et voici le moment Eureka. Cela signifie que le type d'envie que nous choisissons de ressentir change physiquement l'expérience dans notre cerveau. Nous pouvons choisir entre un chemin qui nous mène à la douleur et au ressentiment, ou un chemin qui, bien qu'inconfortable, nous mène à la motivation et au dépassement de soi. Le choix nous appartient au niveau neurologique. Ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique et complexe. L'envie cesse d'être un monstre simpliste pour devenir un mécanisme complexe avec des interrupteurs, des leviers et, le plus important, avec la possibilité d'être piloté par nous. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Oses-tu regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la dernière frontière. Nous entrons dans la spéculation et l'émerveillement. Et la première idée futuriste est celle de l'ingénierie émotionnelle. Pourrions-nous, à l'avenir, grâce à la technologie ou à des médicaments très avancés, désactiver sélectivement l'envie malveillante dans notre cerveau? Imagine comment cela pourrait évoluer en 100 ans. Une société où l'envie chronique et douloureuse serait traitée comme une condition médicale comme une autre. Cela créerait-il un monde plus heureux et coopératif? Ou cela nous priverait-il d'une partie fondamentale de notre élan à concourir et à nous améliorer? Et c'est ici que la science se heurte à ses limites. La neuroscience peut nous dire quels interrupteurs s'allument dans le cerveau quand nous ressentons de l'envie, mais elle ne peut pas nous dire si nous devons les éteindre, ni quel est le sens ultime de cette expérience. Quand la science s'arrête, la philosophie prend le relais. La question cesse d'être « qu'est-ce que l'envie ?» et devient « à quoi sert l'envie dans la grande histoire de la conscience ?» Est-ce une simple erreur évolutive ou a-t-elle un but plus profond? Et cela nous mène à une implication philosophique vertigineuse. Si l'envie, comme nous l'avons vu, naît de la comparaison et de la conscience d'un moi séparé des autres, alors le remède définitif à l'envie pourrait être la dissolution de ce moi, de l'ego. Une idée centrale dans des traditions comme le bouddhisme. Et si l'envie n'était qu'un symptôme de la maladie d'avoir un moi?
Cette question se connecte directement à l'avenir de l'humanité. Nous vivons la première ère véritablement globale, où grâce à Internet, une personne dans un petit village peut se comparer instantanément avec la personne la plus prospère de la planète. Cela crée un terreau fertile pour l'envie à une échelle jamais vue auparavant. C'est pourquoi apprendre à gérer l'envie au niveau global, l'envie entre nations, entre classes sociales, entre cultures, pourrait être l'une des clés pour éviter des conflits massifs et pour pouvoir coopérer à la solution des grands problèmes que nous affrontons en tant qu'espèce. Et ici, je te laisse la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de tout ce voyage. L'envie n'est pas une erreur dans le système humain, c'est le système d'exploitation. Pense-y un instant. Cette idée nous oblige à nous demander si tout notre élan pour avancer, notre ambition, notre définition du succès et même notre identité ne sont pas plus que des constructions élaborées sur la base de cette émotion sombre, primitive et inavouable. Et avec cette idée, notre descente est terminée. Nous avons atteint le fond. Regardons maintenant l'incroyable carte que nous avons dessinée ensemble. Te souviens-tu qu'au début de ce voyage, nous avons parlé de ce simple pincement que tu ressens en voyant les photos des vacances d'un ami? Cette sensation si familière, si commune et en apparence si superficielle. Maintenant, mets cette idée en contraste direct avec la dernière que nous venons d'explorer, la possibilité que ce même pincement soit une pièce fondamentale du système d'exploitation de la conscience humaine, une force qui, à l'échelle globale, pourrait influencer l'avenir de notre civilisation. Nous sommes passés de voir l'envie comme un petit et honteux secret personnel à la comprendre comme une boussole pour la connaissance de soi, un complexe champ de bataille sociale et l'une des questions philosophiques les plus profondes sur qui nous sommes. Quelle idée de tout ce voyage t'a le plus marqué? Fut-ce de découvrir que l'envie active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique, ou la révélation qu'elle peut être ton meilleur guide pour découvrir ce que tu valorises vraiment dans la vie? Quelle que soit ta réponse, je tiens à te remercier de tout cœur pour ton temps, ton attention et ton courage de m'avoir accompagné dans cette exploration. J'adorerais lire tes propres réflexions dans les commentaires. C'est le type de sujet qui s'enrichit énormément lorsque nous le transformons en une conversation. Si ces descentes au fond du savoir pour comprendre le monde et toi-même te passionnent, abonne-toi et active les notifications pour ne pas manquer le prochain voyage. Et si tu penses que maintenant que cette vidéo peut changer la perspective de quelqu'un que tu connais, partage-la. Continue de questionner, continue d'explorer, car la réponse la plus fascinante est toujours un niveau plus bas. Et toi, que feras-tu la prochaine fois que tu sentiras ce pincement ?